La question que je vous ai pas posée, c'est pourquoi 7 jours loin du monde? Aucune idée. Bon, ça m'est venu comme ça. Non, pas parce que la rubrique devait être hebdomadaire, tout simplement. non, voilà. Oui, bien sûr. Le 7, Pourquoi loin du voilà, monde? je peux vous expliquer le 7, loin du monde, parce que voilà, j'ai toujours l'impression d'être loin du monde et au cœur du monde en même temps. Donc, mais je préfère loin qu'au cœur. Je sais, mais j'ai aucune explication valable. Vous dites d'ailleurs qu'il faudrait changer Oui, ce titre. en fait, c'était un test pour voir si Greg allait la changer. C'était quoi le titre que vous proposiez? C'était Je ne vous ai pas tous aimés. Voilà. C'est aussi, alors, un petit peu, je vais parodier Mano, puisqu'il a publié, en tout cas en ligne, un livre qui s'appelle Le Journal de la Glandeur, je crois bien. Journal de l'ennui. De l'ennui, pardon. Je ne sais pas si vous vous ennuyez, mais l'idée, c'est aussi de parler de quelqu'un qui a le temps de s'ennuyer et qui a le temps de trouver des réflexions, de la création au fond de l'ennui et au fond de l'inactivité, en tout cas l'inactivité salariée récurrente, etc. Sauf qu'à un moment ça bascule, à un moment tout bascule et à un moment vous travaillez. Vous faites allusion à l'émission de télévision pour laquelle j'étais rédacteur en chef Voilà, de manière vous météorique. Dites, voilà, au moment, il faut travailler. Voilà, non mais vous êtes plutôt chroniqueur, vous écrivez un petit peu à votre rythme, apparemment vous travaillez plutôt chez vous, c'est ce qu'on devine, puisque vous ne donnez pas trop de détails dans le livre et que je ne vous connais pas personnellement. Vous dites, ça y est, je vais aller travailler tous les jours pour une émission quotidienne, donc on sait ce que c'est qu'une émission quotidienne à la télé, c'est pas... voilà, donc là, ça devient tout à fait un autre rythme, c'est... voilà, vous avez tout cumulé en plus, un enfant et un travail, Exactement. histoire de ne plus avoir de vie. Mais alors au départ, pour être tout à fait honnête, quand même quand j'ai accepté ce travail, c'était plutôt par plaisir, parce que le producteur avec qui je devais travailler à ce moment-là et la personne avec qui je devais faire la rédaction étaient deux personnes que j'appréciais beaucoup. Et le salaire était, bon je vous le dis, 4 000 € net, donc moi j'avais jamais gagné ça de ma vie personnellement, donc c'était... Depuis que je connais les salaires des rédacteurs en chef à la télé, je me suis vraiment fait carotter, mais bon, pour moi c'était beaucoup d'argent, mon enfant arrivé, je me suis dit c'est parfait, c'est de la télé, je vais très peu travailler, grossière erreur, c'est-à-dire qu'on était deux à faire une émission quotidienne, et il s'est avéré que le producteur était un producteur, et que je pensais que des producteurs pouvaient être autre chose que des producteurs, mais ce n'était qu'un producteur de télé, et donc j'ai très vite arrêté. Ça m'a rendu très vite malheureux. C'est dans ces moments-là que j'entendais la voix de Sacha dans le métro en rentrant, parce que je traversais quasiment tout Paris pour rentrer chez moi, et c'est dans ce moment-là que Sacha m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais c'était très désagréable, mais le centre de travail est désagréable, quoi. C'est pour ça que Patrick Besson aussi est un de mes héros, et Sacha Guitry aussi, parce que Sacha Guitry a décidé de faire de sa vie une comédie perpétuelle. Et que Besson a décidé de ne jamais travailler et d'être écrivain. Mais très jeune, je crois. Il a sorti son premier livre à 17 ans, donc il a dû décider ça à 14 ans. Et moi, j'ai jamais eu ce courage-là, bien évidemment, mais j'essaie de l'avoir de plus en plus, parce que travailler, c'est quand même insupportable. Vous avez eu le courage de partir quand même? Oui, le courage de dire non à cet argent-là, mais me connaissant, c'était quand même beaucoup plus facile de dire non à cet argent-là que de continuer. Ouais. C'était joué. Ça fait très petit bourgeois qui a le luxe de s'offrir de l'ennui, comme vous disiez. C'est un peu ça, mais je m'en fous. Moi, je préfère m'ennuyer chez moi. Oui, mais sauf que si on vous a engagé, c'est parce que vous aviez justement le luxe d'avoir accumulé toute une culture et toute une curiosité que vous n'auriez pas eu si vous aviez été enfermé 8 heures par jour dans un bureau. C'est-à-dire qu'on vous a payé votre ennui et simplement on vous a privé de continuer à pouvoir apporter ce pourquoi on vous payait quelque part. Ouais, moi je préférais qu'on me paye pour rester chez moi, à continuer à voir des films, à lire des livres. C'est ce que je suis en train de négocier, mais c'est dur. En même temps, je l'écris, le travail aussi des vertus hallucinantes. C'est-à-dire que cet abrutissement de façade, derrière, il se passe des choses extraordinaires au travail aussi. Il y a des moments magiques, on rencontre des gens. Mais oui, vous n'auriez pas pu écrire la chronique sur Véronique si... Exactement. Voilà. Véronique la comptable... Et c'est une des chroniques que je préfère parce que... Parce qu'on la connaît tous, Véronique. Ouais, exactement. Et puis surtout à la fin, parce que toujours les gens me disent putain, t'as été dur là-dessus. Il y a quand même une phrase à la toute fin qui dit. Elle mérite d'être aimée. Elle mérite d'être aimée. Ouais, enfin comme tout le monde. Moi, je pense que tout le monde mérite d'être aimé. Alors pour dire un petit peu aux auditeurs, Véronique, c'est l'archétype de la. Alexandra, elle s'appelle. Voilà, moi je ne la connais pas. Alexandra P. D'accord. Quelqu'un qui fait son travail de manière soumise face à la hiérarchie, dictatoriale face à ceux qui elle domine, et qui, voilà, ce qui signe Véronique, c'est le fait qu'elle ait mis un commentaire désagréable sur la fiche d'évaluation d'une stagiaire. Qui en plus, pour le coup, avait, je le dis pas dans l'article, mais avait très bien travaillé. Donc c'était vraiment l'histoire de lui faire comprendre que la vie allait être dure et que autant que ça commence dès maintenant. C'est joli la stagiaire au moins. J'en ai aucune souvenance, je crois pas. Mais elle était tellement jeune que moi, au bout d'un moment, ma morale m'interdit de regarder à partir d'un certain... en dessous d'un certain âge. Tant pis pour l'histoire.
Voilà. Mais en tout cas, il était très gentil. On voit aussi avec des livres, pas forcément des livres récents d'ailleurs, il y a le Charlie Bauer, Fracture d'une vie. Pour raconter le choc que vous avez fait quand vous l'avez... C'est ça que j'avais adoré dans Tant pis pour vous, c'est que c'était le seul magazine, journal qui chroniquait des livres qui étaient devenus introuvables ou introuvables en poche à 90 centimes d'euros chez n'importe quel bouquiniste. Charlie Bauer, c'est Karine qui m'avait conseillé de le lire, et donc je l'ai commandé sur un site marchand, et je l'ai lu, et c'est difficile de ne pas être, bouleversé par la trajectoire de ce monsieur. Ouais. Même si, soyons totalement honnêtes, quand il écrivait dans Tant pis pour vous, je ne comprenais rien à ses articles. J'entendais son accent du sud qui chantait là, mais je ne comprenais rien. J'ai pas souvenir en fait. Mais bon, moi je l'ai pas mal entendu parler aussi et on comprenait quand même ce qu'il disait. Hein. Il avait quand même un regard sur les. Oui, mais ou alors c'est que par moments ce qu'il abordait ne m'intéressait pas du tout. Mais Fracture d'une vie, je trouve ça extraordinaire. J'ai jamais été fasciné par les voyous, la vie des bandits, tout ça. Mais là c'est pas ça. Là c'est vraiment un peu une petite histoire de France, quoi, de la torture à la GIGN à la prison, au quartier de haute sécurité, c'est au trafic du shit. Voilà, une conscience de classe aussi. Exactement, voilà. Et puis un bonhomme quand même, je lui aurais pas dit ce que je viens de dire sur ses articles en face par exemple. Ça tombe bien, bravo. C'est le genre de mec qui avait des mains qui rendaient sourds, mais le livre est extraordinaire, quoi. C'est à lire. J'ajoute que Charlie était un être exquis. Ouais. Mais grâce à Greg, je l'ai croisé 2 fois, dont une fois à la sortie du parking de TF1, rappelle-toi, dans un gros 4x4. Il allait chez TF1 qui voulait essayer de l'acheter dans les histoires du film autour de Mesrine. Qui est quand même, disons-le, le dernier casse réalisé par Charlie Bauer, qui a pris un maximum de pognon à TF1 et à Thomas Langman, pour à peu près raconter et torturer l'histoire comme il en avait envie finalement. Mais absolument, mais d'ailleurs il l'a dit, publiquement. Et il a pris l'argent aux riches, parce que nous, il nous a jamais pris un sou pour écrire, il nous a même plutôt payé à bouffer quand on le croisait, avec beaucoup de loyauté. Il a participé très modestement à un film qui a été fait sur lui, il n'a jamais demandé un sou au réalisateur. Il est venu gratuitement, il a invité des gens, il a fait en sorte que le film se fasse. Et voilà. Alors, tant pis pour vous, c'est mon oncle Charles.
ne savions pas. Dans les admirations, bon alors il y a Burgala bien sûr. La question que vous vous posez, c'est viendrait-il à mon enterrement? Drôle de question quand même. Non, parce que alors là, pour le coup, c'est carrément cinématographique, c'est mes délires à moi, c'est que j'adorerais être enterré avec une musique d'un film ambiance à chez Guitry, genre Bonne Chance justement, et je pense qu'aujourd'hui en France, à part Bertrand, je vois pas qui pourrait composer ce genre de truc, donc j'adorerais imaginer Bertrand à l'orgue, avec mon cercueil qui descend, parce que évidemment il est hors de question de me faire incinérer, avec Bertrand qui joue ça à l'orgue. Ouais. Voilà. Oui, je pense souvent à la mort, comme tous les gens un peu faibles, hein, je le dis, je l'écris souvent, j'ai honte d'être aussi faible devant la mort, mais voilà. Mais c'est en train de se régler, la paternité, on me l'avait déjà dit, aide pas mal à ce niveau-là. La chronique continue? Vous allez continuer? Oui, il va falloir que je m'y remette, ouais. Le principe de la chronique est assez quotidien, donc ça peut être le portrait d'une collègue, c'est des admirations, c'est des rencontres, si vous évoquez Marc-Édouard Nat par exemple, ça c'est intéressant. Là, vous n'avez pas beaucoup aimé hein, qu'on vous prenne pour un homme de main. Mais alors, ça déjà, je déteste. Oui, en fait, je vais peut-être expliquer aux gens vite fait. J'ai chroniqué en l'achetant le dernier livre de Nap qui s'appelait L'Enculé, qui était une parodie de. Enfin non, c'est une sorte de fiction. Il se mettait à la place fiction burlesque de l'affaire DSK. Voilà, DSK, où il faisait DSK l'antisémite, de Anne Sinclair, une présidentielle qui finit par gagner les élections. Et bon, il y avait des bons moments à tout ça, mais bon, quand on a lu les Nap d'avant. C'était vraiment le truc ni fait ni à faire, écrit à la va-vite. Enfin bon, je dézinguais le bouquin et la seule réaction que les fans de Nab, ou peut-être même Nab lui-même ont eu, c'est qu'ils m'ont accusé d'avoir été envoyé en service commandé par Grégory Proch. Donc déjà, ça m'énerve. Mais ce qui m'énerve surtout, c'est que Nab soit pas capable de se rendre compte qu'il a rarement été un écrivain de fiction, voire jamais, et qu'il ne le sera jamais, et que ces 2 derniers livres sont indigents. Et je dis ça vraiment en toute liberté, vu que je les ai achetés, ces livres. C'est pas comme si je les avais reçus en service de presse. Est-ce qu'il vous a remboursé? Parce que ces livres sont très chers. Non, ils sont très chers. Je lui demande dans la chronique, je lui dis, faites-moi un chèque de 70 € à mon ordre, et puis on en restera là, et tout sera oublié, quoi. Mais je crois que Monsieur Nab ne vit depuis très longtemps, ne vit plus du tout dans la même réalité que la mienne, quoi. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'on puisse éventuellement ne pas aimer ce qu'il a fait. Parce que moi, j'en mets pas du tout en question Nab. Moi, j'ai adoré ses journaux intimes, je les ai lus entièrement. J'ai adoré ces journaux. Sa vraie fiction, c'était ça, c'était ses journaux intimes. Il aurait dû se contenter de ça, ou de les continuer. Ouais. Mais là, l'enculé, je défie quiconque d'arriver au bout du livre sans être déçu, quoi. Voilà, mais vous parlez aussi éventuellement du concombre espagnol, vous parlez de tout ce qui s'est passé, ça nous rappelle, nous rappelle des événements complètement oubliés de ces 2-3 dernières années. Je pense que c'est le seul mec au monde à avoir essayé de se suicider en mangeant du concombre espagnol. Ouais. Voilà, mais c'était peut-être pas du bio. Je vous rappelle que c'était du concombre bio, c'est pas dans votre Leader Price quand vous allez... je suis désolé. Il y a Whitney Houston, c'est une déclaration d'amour, quoi. Exactement, et c'est un peu aussi un mea culpa parce que quand j'étais ado et que je commençais à l'écouter, j'étais cold wave, curiste comme on disait à l'époque, fan des Cure, et donc j'écoutais Whitney en cachette parce que j'avais honte. Et donc voilà, quand elle est morte, j'ai d'abord repensé j'ai pensé à elle et puis après à ça, et voilà, je fais un mix des deux. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que peut-être c'est l'âge, mais vous ne cachez plus votre sensibilité et ça fait quand même bien plaisir. Ouais, mais j'ai toujours été un peu comme ça, un peu couillon, un peu l'idiot du village, quoi, le mec qui dit ce qu'il pense. Voilà, ça me fait du bien, moi. Puis, ça nous fait du bien, nous aussi. Je suis tellement paranoïaque qu'au bout d'un moment, j'ai peur de tout le monde, j'ai plus peur de personne, quoi. Ça fonctionne un peu comme ça, quoi. Bon. Je crois qu'on est pas mal à fonctionner comme ça, quand même. Je le dis pour les auditeurs, il a les épaules qui lui permettent d'assumer ses dires. Voilà, ce sera le dernier mot. Jérôme Réjas, 7 jours loin du monde, merci beaucoup. Et un grand merci à Bruno Moyot qui réalisait cette émission ce matin. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. Excellente journée à l'écoute de nos programmes. C'est une hebdomadaire? Oui. Mais tu me fais rien en fait.